Salut mes geeks et salut mes geekettes, bienvenue dans ce 101%, un joli 101%, mon premier 101% après le week-end du 1er mai, où on a pu s'amuser dans les prairies, dans les champs, à se rouler dans les fleurs, parce que j'aime bien me rouler dans les fleurs. Et comme tous les mardis, on va retrouver un reportage, ce sera le reportage à Manon Ancel, il y aura le temps perdu, il y aura c'est le rétro et magique, et pour commencer, c'est les news. Le rachat de l'intégralité d'Eidos par la société japonaise Square Enix pour une somme avoisinant les 94 millions d'euros a été entériné en fin de semaine dernière. Les derniers bons résultats financiers de la firme britannique, avec notamment les ventes correctes de Tomb Raider Underworld, n'auront donc pas suffi à lui assurer des revenus suffisants pour résister aux assauts de Square. Toutefois, on vient d'apprendre qu'Eidos continuera ses activités indépendamment de celles de Square Enix. Le CEO d'Eidos, Phil Rogers, reste donc en place, même s'il rapportera directement au président de Square, Wada Yoichi. Le rachat d'Eidos constitue la première grosse initiative de la part du géant japonais pour s'implanter sur le territoire européen qui prend de plus en plus d'importance dans le monde du jeu vidéo. Le réseau de distribution de la société britannique devient en effet un atout précieux pour Square Enix dans l'optique de gérer au mieux l'arrivée de ses jeux sur le territoire européen. Après Africa sur PlayStation 3 sorti au Japon l'an dernier, voici un autre jeu de Safari, Safaroui, exclusivement prévu pour la console de salon de Nintendo. Derrière ce jeu de mots exceptionnel se cache, tout le monde l'aura deviné, un titre on ne peut plus casual. Mais n'est-ce pas devenu un pléonasme, un jeu casual sur Wii, du grand classique en somme? Dans Safaroui, le joueur incarne un ou une reporter envoyé par son rédacteur en chef en Afrique sur une île mystérieuse. L'objectif sera d'explorer les 7 régions de ce vaste lieu afin d'y prendre des clichés d'animaux en action. Chaque jour, une photo spécifique sera demandée au joueur et il faudra donc tout faire pour la prendre en temps et en heure. Pour y parvenir, il faudra mettre à profit ses connaissances, savoir dans quel endroit se trouve tel type d'animaux et ainsi de suite. Au regard du design des personnages et du concept qui paraît tout de même assez limité, on se doute que ce jeu ne s'adressera qu'à un public jeune et indulgent. Sa date de sortie est calée au mois de juin. Pour conclure les news, on vous propose la dernière vidéo de Dark Void, diffusée lors du Captivate 2009, l'événement annuel de Capcom. L'occasion de découvrir l'univers fantastique de ce jeu de shoot à la 3e personne. There exists a void. A gateway between worlds. A dimension ruled by fear. For centuries, they have waited. Now, the conflict for our world begins. Dark Void. Et oui, encore une fois, de magnifiques news, puisque c'est pas parce qu'on a déménagé qu'on va changer une équipe qui gagne, donc Pierre-Alex, des news formidables, un gage de qualité. En parlant de qualité d'ailleurs, tout de suite, on va passer au reportage sur Amano Ancel. Alors, est-ce que monsieur Amano fait du vélo? On va le savoir tout de suite, ou du cheval peut-être. En tout cas, s'il est Ancel... Une occasion comme celle-ci ne se manque pas. Pouvoir filmer une petite exposition consacrée à quelques œuvres d'Amano Yoshitaka, mais également rencontrer l'illustrateur peintre et fameux character designer des premiers Final Fantasy. Si on ajoute à cette rencontre celle de Michel Ancel, on se demande bien ce qui a pu réunir ces deux personnalités au même endroit, qui plus est sur un projet commun. Le lien est tout aussi surprenant, puisqu'il s'agit d'un centre de formation situé à Montpellier, Objectif 3D. Alors Objectif 3D a été créé en 1999, donc là on est assez content de fêter les 10 ans. Au départ on était très centre de formation, c'est-à-dire qu'on travaillait exclusivement pour les professionnels sur des périodes beaucoup plus courtes. Et au fil des années, devant l'engouement général,
On est passé sur des formations d'1 an, de 2 ans, et maintenant on est sur un cycle de 3 ans. Pour des formations essentiellement où notre cœur de métier, c'est quand même on forme des gens qui vont travailler pour le cinéma d'animation. Donc soit le cinéma long métrage, soit la série, soit les effets spéciaux, le cinéma d'animation. Ce centre de formation professionnelle a ouvert depuis peu un département dédié au métier du jeu vidéo, qui sera opérationnel en septembre 2009. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont organisé un workshop réunissant Amano et Ancel. C'est quand même une passion à la base, quand même, le jeu vidéo. Même si je suis plutôt jeune, j'ai quand même démarré avec les jeux vidéo. C'est quelque chose qui s'est vraiment professionnalisé au fur et à mesure des années. Ça fait 1 an et demi qu'on a vraiment envie de former des gens pour le jeu vidéo. Jusqu'à présent, on formait des gens pour le cinéma, pour le graphisme, qui, pour certains, travaillaient dans les grosses industries de jeux vidéo, essentiellement dans le graphisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Donc il faut former des gens vraiment ad hoc pour l'industrie du jeu vidéo. La proximité des studios Ubi Montpellier, dirigés par Michel Ancel, créateur de Rayman, Peter Jackson's King Kong, mais également de l'excellent Beyond Good and Evil, a certainement contribué à cette volonté de créer des formations spécifiques aux jeux vidéo. Mais Michel Ancel n'avait pas fait le déplacement uniquement dans le cadre de la promotion de cet événement. Alors, la raison de ma présence, en fait, c'est la chance déjà de rencontrer à nouveau Yoshitaka Amano. Et c'est aussi un peu pour s'amuser, parce qu'en fait, le jeu vidéo, ça se passe beaucoup derrière un écran. On n'a pas l'occasion de sortir beaucoup. Donc déjà, ça me fait sortir, c'est bien. Et donc voilà, c'était une occasion intéressante de rencontrer quelqu'un qui a une culture complètement différente de la mienne. Et puis, pourquoi pas, on s'est dit, on va faire un workshop, on va essayer de travailler ensemble aujourd'hui, d'essayer de créer quelque chose. Donc ça va être un peu le thème là, de la séance. Voilà, donc en fait, c'est pas loin de mon boulot, je bosse à 200 ou 300 mètres d'ici. Donc voilà, c'est tout confort, tout plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que je travaille sur différents projets, donc un peu dans l'ombre. Et là, c'est vraiment, non, c'est pas du tout pour faire de la promotion de quoi que ce soit, en fait. C'était juste parce que c'est des occasions intéressantes. Et c'est des occasions un peu live aussi, où on rencontre un peu des gens, on répond à des questions, on apprend des choses, on rencontre d'autres personnes du métier aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions comme ça, mine de rien, dans le jeu vidéo, en fait, de se rencontrer entre créatifs, ou même de rencontrer le public, en fait. Donc voilà, c'est des occasions qui sont rares, donc on essaie de les prendre. Le game designer n'est donc pas là pour parler de Beyond Good and Evil 2, actuellement en cours de développement, mais tout simplement pour échanger une nouvelle fois avec un créatif qu'il respecte et apprécie. En fait, je crois que j'ai découvert effectivement l'œuvre d'Amano. Enfin, ce qui m'a le plus intrigué chez lui, c'est le décalage entre son travail, et puis le résultat dans un jeu comme Final Fantasy, par exemple. Moi, je ne le connaissais pas en dehors en fait, de cette œuvre-là. Donc, dans un magazine de jeux vidéo, un jour, je suis tombé sur un reportage sur son travail. Et c'était assez intriguant de se dire comment quelqu'un qui a tellement de recul, finalement, qui travaille avec vraiment dans l'illustration, dans la peinture traditionnelle, arrive à collaborer sur un projet qui, lui, par contre, c'est vraiment le top de la technologie, avec des images de synthèse, avec les contraintes du temps réel, etc. On est vraiment dans 2 univers. Et donc, ça m'a particulièrement interpellé à ce moment-là. Et puis, voilà, il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et on a pu un peu collaborer ensemble sur une petite création en public. Et là, je me suis vraiment aperçu d'à quel point, en fait, il avait un langage qui passait par la peinture, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle avec le dessin, qui dessine avec une vitesse, en fait, incroyable, et qui fait tout à coup naître des idées. C'est vrai, quand on parle, les idées arrivent par la parole, mais là, elles arrivent vraiment par quelques traits. Et j'imagine pour un créateur de jeux vidéo, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a une réunion de travail créative, elle peut vraiment se retrouver concrétisée par tous ces dessins, et surtout, nourrie par les dessins de Yoshitaka Amano, puisqu'en fait, il a vraiment un univers fantasmagorique qui est débordant, en fait. Et qui se retrouve naturellement, quand on le rencontre, on découvre un peu cet univers-là. D'une manière générale, je trouve qu'un travail comme ça, de collaboration avec des créatifs qui soient américains ou qui soient japonais, je pense que ça peut être hyper enrichissant. Ça se fait plus en cinéma, où on a des acteurs étrangers qui fonctionnent avec des acteurs d'un autre pays. Enfin, il y a vraiment un mélange acteur par acteur-réalisateur qui est fort. Et ça se fait un peu moins dans le jeu vidéo pour l'instant.
51. Si Amano Yoshitaka est l'un des illustrateurs les plus connus du petit monde du jeu vidéo, ce média est loin de constituer le cœur de son activité. Il a ainsi débuté dans le dessin animé pour le studio Tatsunoko, en tant que concepteur de personnages à l'âge de 15 ans. Au début des années 80, après avoir quitté le studio d'animation et monté sa propre compagnie, il s'est spécialisé dans la création d'illustrations fantasy pour la presse et l'édition en général. Mais il n'en a pas moins continué à travailler sur de nombreux projets liés à l'animation, comme L'œuf de l'ange, Tenchi no Tamago de Oshii Mamoru ou Vampire Hunter D de Kikuchi Hideyuki. Et en 1986, une rencontre allait le faire connaître des gamers du monde entier. Ce moment, ちょうどファイナルファンタジーが僕は最初にやったゲームです。それは20年前ですね。その頃はね、日本でもゲーム自体それほどコンピューターゲームというのは知られてなかったんですね。で僕は出版の方で絵を描いていて、ファンタジーの絵とか描いてて、それでこちらにそういう依頼が来たと思うんですけども、その周りの人はゲームのこと知らないでなんでそんなことするのってみんな反対したんですけども、僕はなんかその来た、ね、人たちがものすごく若くて才能ありそうで情熱があったんで、これは面白いなと思ってやったんですね。その世代によって違いますね。お母さんがアニメで知ってて、子供はゲームで知ってたとかで、それは面白いね。全然僕は有名じゃないですけどね。Étonnamment simple et modeste, Amano Yoshitaka est également quelqu'un qui ne cesse de dessiner. Et on peut donc espérer voir très bientôt ses prochaines illustrations dédiées à Final Fantasy XIII et à la communication de Square sur les prochains titres de la saga. Il est d'ailleurs possible d'apercevoir l'un de ses tableaux dans la bande-annonce de Final Fantasy Versus 13. 違う絵を描いたりとか、例えばバラを描いたりとかさ、なんかこう違うものを描いてこう絵を楽しんだりはしてますね。絵だけのんびり描いていたい。Et oui, excellent reportage, hein, et avec une superbe vanne pour le lancer, puisque Michel Ancel, on lui avait jamais fait Amano Ancel, hop, vélo, cheval, c'était que de l'inédit, voilà. En parlant d'inédit, le temps perdu que vous allez voir tout de suite, vous ne l'avez encore jamais vu, puisqu'il est inédit, et c'est Nicolas Robin, c'est le temps perdu, et ça fait pas du tout télé. Bonjour! Demain, sauf en cas de rediff, cela fera 2 ans jour pour jour que vous êtes tombé dans le panneau de la formule facile et, du coup, vous ne savez pas quoi faire de vos heures supplémentaires. Bienvenue au temps perdu! Anniversaire oblige, nous ferons aujourd'hui une émission spéciale sur le thème de moi. Oui, car après tout, je ne suis pas qu'une voix, j'ai aussi un corps, un cœur, une âme. Saviez-vous par exemple que mon vrai prénom est Nicolas, que je suis petit, que j'ai un peu de brioche et que je suis relativement teigneux? Non? Bon, vous voyez que c'est intéressant. Alors moi, par exemple, j'ai toujours détesté les rois. Et puis les reines aussi. Et ce que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est qu'on peut y faire des trucs cool. Alors grâce à Crush the Castle, je peux réaliser mon fantasme de toujours, massacrer des couronnes. Alors hop, j'appuie sur le lance-pierre, hop, je relâche, et hop, je casse tout avec plein de têtes couronnées dedans. Sinon, je pourrais aussi vous raconter que j'ai un animal de compagnie trop kawaii kikinu. Enfin, il était kawaii kikinu. Parce que bon, après, c'est un peu comme les Tamagotchi. Ça devient tout moche, ça sent mauvais, faut les nourrir, ça fait ses besoins partout, ça casse des trucs et ça fait des crises d'adolescence. Et s'il y avait un truc que j'aime pas, moi, c'est les jeunes. Alors du coup, ma bestiole, au bout d'un moment, je la laisse moisir dans son coin. Sinon, moi, j'aimerais bien faire urbaniste dans la vie. Ça a l'air d'être un boulot super cool. D'ailleurs, j'ai plein d'idées moi pour la ville de demain. Ce serait une super grande ville, super écolo, avec plein de grands trucs et tout. Bon alors là, je vous vois déjà en train de vous marrer et de vous dire qu'une ville comme ça coûterait beaucoup trop cher. Et patati et patata gna gna gna. Mais en fait, regardez bien. Il suffit de moderniser les habitations qui existent déjà, et là, paf! Comme c'est moderne et écolo, on augmente les impôts locaux. Du coup, ça fait plein d'argent. Bon, après, comme les gens qui sont dedans, ils ont plus d'argent, on les vire.
on rase tout, on fait des maisons pour riches, en attendant qu'ils soient pauvres, etc. Vous me suivez? Du coup, ça fera plein de pauvres dans les rues de nos belles cités, vous allez me dire. Mais c'est pas grave, il suffira de nettoyer. Bon, ok, dans Toxic Sonic Zombie Massacre, c'est des zombies qu'on nettoie. Mais au moins, ça vous donne une idée du merveilleux avenir que nous construirons ensemble, main dans la main. Par contre, dans ce jeu, le groupe Toxic Sonic, il donne un morceau de musique gratuit à la fin. Et ça, je dois bien avouer, j'aime pas trop. De toute façon, j'aime pas la musique, j'aime que les artistes. Mais en fait, je dois bien avouer que j'aime pas grand chose, hein. À part si, tiens, un truc, j'aime bien voir les gens bosser. Mais quand je dis bosser, c'est bosser, hein, jusqu'à en perdre les pédales comme dans 5 Minutes to Kill Yourself. Là, l'employé, il en peut tellement plus qu'il a 5 minutes pour se tuer afin d'échapper à une réunion avec son patron. Et ça, je trouve ça super drôle. Alors j'y joue beaucoup pour trouver toutes les façons de tuer le bonhomme. Et puis comme ça, du coup, ça me fait passer le temps. Et d'ailleurs, ça tombe bien, car comme ça, je n'oublie pas que pour gagner plus, jouer plus. Eh ben, vous allez rire parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de boire mon café sur le perron de No Life. Hop, qui c'est que je vois débarquer? Julien Pirou. Alors Julien Pirou, j'ai dit, hey, Julien Pirou, qu'est-ce que tu vas faire dans Rétro et Magique? Alors il me dit, oh, ben, j'ai prévu un truc, je vais aller dans un restaurant à emporter de vente rapide, et puis je vais commander des ailes de poulet épicées. Ah bon? Tu vas faire ça? Ouais, je vais faire une spéciale Wing Commander. Commander des ailes de poulet. Julien Pirou. Désolé. Wing Commander est l'une des séries emblématiques du développeur légendaire Origin Systems, créateur de la saga Ultima. Imaginée par les frères Chris et Erin Roberts, la saga Wing Commander a largement contribué à l'évolution des systèmes narratifs du jeu vidéo et s'est imposée comme un grand classique du space opéra. Cela fait 20 ans que la Confédération humaine est en guerre contre les Kilrathi, une race félinoïde impitoyable. Alors que le jeu commence, le joueur est un jeune pilote tout juste affecté au croiseur Tiger's Claw. De bataille en bataille, il grimpera les échelons du navire pour finalement devenir commandant d'escadrille, Wing Commander en anglais. Outre ces batailles spatiales spectaculaires pour l'époque, au gameplay parfaitement équilibré entre arcade et simulation, Wing Commander prenait le parti ambitieux de développer son histoire et ses personnages, chose alors inhabituelle dans un jeu d'action. Les phases de dialogue étaient aussi importantes que celles de combat, et tous les personnages étaient mémorables. Paladin, la belle Angel ou encore Maniac, le pilote tête brûlée, leur seule évocation suffit à emplir les vieux gamers de nostalgie. Le jeu était également connu pour son arborescence de missions directement tributaire des performances du joueur. Wing Commander connaîtra plusieurs add-ons de missions supplémentaires et ressortira sur Mac et 3DO en 1994, sous le titre Super Wing Commander. Cette version incluait de nouvelles scènes filmées avec de vrais acteurs. Couvert de honte par son échec dans le premier Wing Commander, le prince Trakat des Kilrathi met au point un plan diabolique pour renverser le cours de la guerre. Son premier acte est de détruire le Tiger's Claw à l'aide de chasseurs furtifs. Cela jette le discrédit sur le héros du premier jeu qui se retrouve affecté à une station spatiale reculée. 10 ans passent, pendant lesquels la Confédération perd lentement du terrain. Mais notre anonyme héros aux cheveux bleus reprend bientôt du service en volant au secours du croiseur Concordia, où il retrouve ses anciens compagnons d'armes. Pourront-ils empêcher les Matou de conquérir la Terre ? Wing Commander 2 ne révolutionne pas les bases instaurées par le premier épisode, mais propose des missions mieux pensées et plus variées. Wing Commander 3, Heart of the Tiger, est sans doute l'épisode de la saga le plus célèbre, en raison du buzz qui entoura sa sortie.
En effet, le jeu était un vrai film interactif dans lequel jouaient quelques grands noms d'Hollywood, parmi lesquels John Rhys Davies, Tom Wilson, Malcolm McDowell et surtout Mark Hamill, inoubliable Luke Skywalker dans le rôle du héros. Celui-ci reçoit pour l'occasion un vrai nom, Christopher Blair, contraction de Blue Hair en référence aux cheveux bleus du personnage dans les premiers épisodes. Blair, donc, se retrouve cette fois-ci sur le croiseur Victory. L'Empire Kilrathi est sur le point de gagner la guerre, et l'amiral Tolwyn a décidé de recourir à un plan désespéré, une attaque contre la planète mère des félinoïdes. Wing Commander 3 est un jeu passionnant, même si on remarque que le gameplay n'a pas franchement évolué en 4 ans. Qu'importe, on se laisse happer par les scènes cinématiques et on se prend à croire qu'on est vraiment en train de regarder un grand film hollywoodien. Les graphismes des phases de pilotage sont désormais en full 3D et les vaisseaux plus gigantesques que jamais. Comme toujours, le scénario et les interactions entre les personnages sont le grand point fort du jeu. Je jouais un rock très populaire dans mon pays. Les choix du joueur lors de ces phases permettront même d'accéder à quelques missions alternatives. Capitaine de dissimuler des choses. Wing Commander 3 sera un énorme hit qui confortera Chris Roberts et l'équipe d'Origin dans l'orientation cinématographique de leur saga de science-fiction. La bataille de la planète Kilra a permis à la Confédération de gagner la guerre, et la paix a finalement été instaurée avec les Kilrathi. Tout irait pour le mieux, mais les 30 ans de guerre interstellaire ont laissé la Confédération exsangue. Tire-toi de là et va manger quelque chose. Merci, mec. T'es un chic type. Devenu un paisible fermier, Blair est rappelé dans le service actif par l'amiral Tolwyn. En effet, il semble qu'une guerre soit sur le point d'éclater avec les mondes frontaliers après une série d'attaques terroristes. Menant l'enquête, Blair va révéler au grand jour un complot bien plus inquiétant. La plupart des acteurs de Wing Commander 3 reprenaient du service dans le 4e épisode, ce qui entérinait l'impression de suivre une saga. Cette fois-ci, les choix du joueur au cours de l'aventure avaient un impact direct sur son dénouement, débouchant sur une des 3 fins possibles. Malgré de légères améliorations graphiques, Wing Commander 4 réutilisait le moteur du 3e épisode et son gameplay restait globalement identique. Chris Roberts quitta Origin Systems après Wing Commander 4 pour poursuivre de nouvelles aventures avec un nouveau studio, Digital Anvil. La Confédération a perdu son plus grand héros aujourd'hui. Prophecy est le premier jeu de la saga qui ne soit pas dirigé par Chris Roberts. Symbole de la fin d'une époque, le héros n'est plus Christopher Blair, mais un jeune pilote du nom de Lance Casey. Le personnage de Blair, toujours interprété par Mark Hamill, est toutefois présent dans le jeu et aura cette fois-ci plutôt un rôle de mentor. Le nouvel ennemi dans Wing Commander Prophecy est une race insectoïde baptisée Nephilim, dont la venue était annoncée par une ancienne prophétie des Kilrathi, d'où le titre. Les vaisseaux Nephilim étaient conçus par le designer Sid Mead, connu pour son travail sur les films Alien et Blade Runner. Prophecy aurait dû être le début d'une nouvelle trilogie, mais ne rencontra qu'un demi-succès, et fut donc en réalité le dernier jeu de la série Wing Commander. La saga connut un dernier soubresaut avec l'adaptation de Wing Commander au cinéma en 1999, réalisé par Chris Roberts lui-même, qui fut un bide intergalactique. Après presque 10 ans de silence, Electronic Arts a ressorti la franchise des tiroirs en 2007 avec Wing Commander Arena, un shoot multijoueur sorti sur Xbox Live Arcade, développé par Gaia Industries, des fans de la première heure de la saga. Espérons donc qu'il s'agisse du premier signe d'une vraie résurrection de la Confédération et des Kilrathi. Quant à la série dérivée des Privateers, on y reviendra dans une prochaine émission. Donc je tiens encore une fois à m'excuser auprès de Julien Pirou et de sa famille. En fait, il s'était moqué de moi, il n'a pas du tout mangé des ailes de poulet épicées. J'étais Wing Commander, ça n'avait rien à voir. Alors pour me faire pardonner, je vais vous dire au revoir, je vais vous faire des bisous et puis je vais aller cacher ma honte dans un cagibi. Des bisous quand même. Et puis à jeudi. Et demain, c'est des vies. Alors des bisous. Des bisous, j'ai honte.
soul.